Il y a deux types de mères dans ce monde. Celles qui portent des enfants dans leur ventre et celles qui, comme moi, accueillent un enfant dont personne ne voulait et le transforment en sang de leur propre sang. Mais parfois, ma chère, l'amour ne guérit pas tout. Et c'est ce même amour maternel qui a failli me tuer dans mon lit une nuit. Je m'appelle Gertrude Miller, mais tout le monde ici à River Creek, dans le Michigan, me connaît sous le nom de Miss G, ou la femme qui a adopté le garçon de l'orphelinat. J'ai 76 ans maintenant, ma chère. Et chacune de ces rides sur mon visage raconte une histoire différente. Certaines de joie, d'autres de douleur que même le temps n'a pas pu effacer. Je vis toujours dans cette vieille maison en bordure de Maple Street, aux murs écaillés qui résistent encore au temps. De ma véranda, j'aperçois un tronçon de la rivière Grand qui traverse la ville telle une veine bleue. Cette rivière a tout vu dans cette vie. Les joies, les peines, et aussi ce jour de 1992 qui a changé ma famille à jamais. C'est à cette époque qu'une femme a cru pouvoir sauver n'importe quel enfant par l'amour. Même ceux qui portent des blessures si profondes que même Dieu ne peut les guérir. Et vous qui m'écoutez maintenant, dites-moi votre nom et de quel coin d'Amérique vous entendez cette histoire que je garde dans mon cœur depuis plus de 30 ans. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis curieuse de savoir jusqu'où peut aller la voix de cette vieille femme d'une petite ville du Michigan. Qui sait? Peut-être y a-t-il quelqu'un de River Creek qui me connaît de vue et qui n'a jamais su ce secret que je porte. River Creek n'est pas une grande ville, ma chère. C'est un de ces endroits où le temps semble s'écouler plus lentement. Une région avec beaucoup de cultures de maïs et de soja, où tout le monde se connaît. Les rues principales sont larges, mais quand on entre dans les vieux quartiers comme le mien, elles se rétrécissent avec des trottoirs tortueux qui obligent les personnes âgées comme moi à regarder par terre pour ne pas tomber. Vous savez, nous ne sommes plus au meilleur de notre forme, ma chère. Il y a une vieille église, une place centrale où les vieux jouent aux dames et la rivière qui, parfois, lorsqu'il pleut trop, inonde les maisons basses et emporte une partie de la ville avec elle. C'est après l'inondation de 1988 que mon défunt mari Joseph et moi avons décidé qu'il était temps d'agrandir notre famille. Nous avions déjà nos 2 enfants biologiques, Paul, qui avait 17 ans à l'époque, et Margaret, qui en avait 15, mais j'ai toujours eu ce cœur tendre, vous savez. J'ai toujours voulu d'autres enfants. C'est Margaret qui m'a donné l'idée. Elle était partie faire un projet scolaire à la maison d'enfants Saint-Clair, à l'autre bout de la ville. Elle est rentrée les yeux rougis par les pleurs. Maman, tu devrais voir ces enfants. Certains sont là depuis des années, et personne n'en veut parce qu'ils sont trop vieux. Tout le monde ne veut que des bébés. Cette idée me trottait dans la tête. Joseph, mon mari, n'était pas du genre à s'émouvoir, mais il respectait toujours mes souhaits. Il travaillait comme surveillant au silo à grains. C'était un homme sérieux, peu bavard, mais au grand cœur. Quand je lui ai parlé de mon projet d'adopter un enfant plus âgé, il m'a regardé comme il le faisait, fumant sa cigarette roulée sur le porche, et m'a dit « Si c'est ce que tu veux, G.E., allons voir cet enfant. » La première fois que nous avons visité l'orphelinat, j'ai failli avoir un pincement au cœur. Un endroit si propre, mais terriblement triste. Les enfants devraient courir, sauter, faire du bruit. Mais là-bas, tout le monde semblait avoir peur de respirer trop fort. La directrice, mademoiselle Clemens, une femme mince au visage comme si elle venait de sucer un citron, nous a emmenés dans son bureau. Avez-vous une préférence pour un garçon ou une fille? Quel âge? A-t-elle demandé. Nous voulons un enfant qui a vraiment besoin d'une famille, ai-je dit, avec un courage que je ne me connaissais pas. Un enfant que d'autres ne voudraient peut-être pas adopter. C'est alors qu'elle a mentionné Roger pour la première fois. J'ai un garçon de 9 ans. Il est avec nous depuis ses 5 ans. C'est l'un des aînés. Intelligent mais réservé. Sa mère était toxicomane et est morte d'une overdose. Personne ne sait qui est le père. Quand j'ai vu Roger pour la première fois, il était assis seul dans un coin du jardin, un vieux livre à la main. Un garçon maigre, aux cheveux noirs et raides, court, avec de grands yeux sombres qui semblaient dévorer le monde. Il n'a pas souri lors des présentations, il nous a juste regardés, nous étudiant comme un petit animal méfiant. Il ne parle pas beaucoup, m'a expliqué Madame Clemens, mais il est intelligent et a de bonnes notes à l'école. Il a juste du mal à s'entendre avec les autres enfants. À ce moment-là, mon cœur de mère avait déjà pris sa décision. Ce garçon avait besoin d'une famille. Il avait besoin de moi. Joseph, qui était à mes côtés, m'a serré la main. Lui aussi avait ressenti quelque chose. Le processus d'adoption n'a pas été facile. Il ne l'est jamais. Il y a eu des entretiens, des visites de l'assistante sociale à domicile, une infinité de paperasse. Mais j'étais déterminée.
En 4 mois, Roger était à la maison avec un petit sac à dos contenant tout ce qu'il avait au monde. Des vêtements, un livre d'histoire et une vieille voiture en plastique. Au début, il était si silencieux que j'oubliais parfois sa présence. Il restait dans la chambre qu'il partageait avec Paul, qui n'aimait pas ça du tout, mais je lui ai dit que c'était juste le temps qu'on rénove l'arrière-salle. Il parlait à peine pendant les repas, mangeant en regardant son assiette, comme s'il craignait qu'on ne lui prenne sa nourriture. Petit à petit, j'ai essayé de me rapprocher de lui. Je préparais des plats qu'il aimait. J'ai découvert qu'il adorait les spaghettis à la sauce bolognaise. J'achetais des livres, car j'avais remarqué que c'était ce qu'il aimait le plus. Je m'asseyais à côté de lui dans le salon pendant qu'il regardait la télévision. Au début, il se rétractait à mon approche, comme s'il s'attendait à quelque chose de grave. Ça me brisait le cœur. La première fois qu'il m'a souri, c'était un mois après son arrivée. J'avais préparé un gâteau au chocolat avec une petite bougie pour fêter ça. Une idée un peu bête, mais je voulais marquer le coup. Un mois de Roger dans la famille, ai-je dit. Il m'a regardé avec ses grands yeux, surpris, et un petit sourire est apparu au coin de ses lèvres. Il était petit, timide, mais il était là. Joseph, qui était en bout de table, l'a vu aussi et m'a adressé un petit clin d'œil. Ce soir-là, j'ai cru que tout irait bien, que nous avions fait le bon choix. Roger a commencé à aller à l'école du quartier. Les premiers mois ont été difficiles. Il rentrait avec des cahiers déchirés, parfois un œil au beurre noir ou une égratignure au genou. « Que s'est-il passé » demandai-je, le cœur serré. « Rien » répondait-il toujours, les yeux baissés. C'est l'institutrice, mademoiselle Hélène, qui m'a dit que les autres garçons s'en prenaient à lui, le traitant d'orphelin, d'enfant de rien. Des choses que seuls les enfants cruels peuvent inventer pour blesser. Mais il ne réagit pas, m'a-t-elle confié, inquiète. Il reste silencieux, digère tout. Ce n'est pas normal, Madame Miller. La plupart des enfants pleurent, se disputent, se confient à un adulte. Il semble déconnecté. Avec le temps, les choses ont commencé à changer, mais pas comme je l'espérais. Roger restait silencieux à la maison. Mais à l'école, l'institutrice a commencé à se plaindre d'autres problèmes. Elle disait qu'il avait des accès de colère pour des broutilles, un crayon cassé, un livre qu'il ne trouvait pas. Il pleurait soudainement sans raison apparente ou fixait le vide pendant des minutes. J'ai essayé de lui parler, mais c'était comme parler à un mur. Joseph, mon mari, commençait déjà à s'impatienter. Il a besoin de règles, Tu gâtes trop ce garçon. Mais comment ne pas le gâter? J'ai regardé ce petit visage maigre, ses yeux qui semblaient porter un poids trop lourd pour un enfant de 9 ans, et je ne pensais qu'à comment le faire se sentir aimé et en sécurité. Oh mon Dieu, si vous appréciez cette histoire de dépassement, donnez un petit coup de main à la chaîne Grands-parents Tales. Pourriez-vous cliquer sur « J'aime » et vous abonner pour ne rien manquer de nos histoires? Cette vieille grand-mère est ravie de savoir que des gens veulent entendre ce que j'ai à raconter. Maintenant, continuons, car cette histoire a encore beaucoup à révéler. Il y a des choses qu'on n'aime pas se rappeler, mais qui doivent être racontées pour que d'autres ne vivent pas la même chose. Un jour, alors que Roger était avec nous depuis presque 1 an, il est rentré de l'école plus tard que d'habitude. Il faisait presque nuit, et j'étais déjà inquiète, pensant aller le chercher. Lorsqu'il est entré, il avait une vilaine coupure au menton et sa chemise d'uniforme était déchirée. « Mon Dieu, mon garçon, que s'est-il passé » ai-je demandé en courant examiner la blessure. Pour la première fois depuis son arrivée, il explosa. Il jeta son sac à dos par terre avec une telle force que les livres se dispersèrent dans tout le salon. Ils dirent « Tu m'as adopté uniquement parce que tu reçois de l'argent du gouvernement. » Ils dirent « Personne ne voudrait vraiment d'un vieux garçon comme moi. » Je restai bouche bée quelques secondes, regardant ce garçon toujours si maître de lui, enfin libérer la colère qu'il retenait. Puis, sans réfléchir à 2 fois, je le serrai fort dans mes bras. Au début, il se raidit comme une planche. Puis, lentement, il se détendit jusqu'à se mettre à pleurer. Un cri de souffrance si profond qui semblait venir du plus profond de son âme. « Tu es mon fils », dis-je d'une voix tremblante d'émotion. « Mon fils de cœur, et il n'y a pas d'argent public. Il y a l'amour. Tu es meunier maintenant, et personne ne nous l'enlèvera. » Cette nuit-là sembla être un tournant, comme si quelque chose en lui s'était brisé et nous avait enfin permis d'entrer. Il se mit à parler davantage pendant le dîner, à nous parler de l'école, à nous poser des questions sur la famille. Joseph aussi se rapprocha, lui apprenant à bricoler, à pêcher dans la rivière le week-end. « Comme j'avais tort, ma chère.
Comme on peut être aveugle quand on veut trop croire en quelque chose. Car ce que j'ignorais, c'est que ce n'était que le début d'une histoire qui deviendrait de plus en plus difficile et qui se terminerait par une nuit qui changerait notre famille à jamais. Tu sais, ma chère, il y a une chose que je n'ai apprise qu'en vieillissant. Parfois, notre amour est comme un bandeau sur nos yeux. Cela nous fait ignorer ce qui est juste devant nous. C'est signe que le destin nous envoie pour nous avertir que quelque chose ne va pas sous notre toit. Quand Roger a eu 11 ans, il était avec nous depuis presque 2 ans. On aurait dit que les choses commençaient enfin à s'arranger. Le garçon avait grandi de quelques centimètres, pris du poids. Il n'était plus cet enfant maigre qui arrivait avec son petit sac à dos et ses yeux effrayés. À l'école, ses notes étaient bonnes, pas excellentes comme au début, mais il maintenait la moyenne. Les professeurs n'envoyaient plus de lettres pour se plaindre de comportements étranges. Et il s'était même fait 2 amis dans le quartier, Tony et Mark, qui venaient parfois jouer chez nous. C'est à cette époque que mon fils aîné, Paul, a épousé Louise et a déménagé à Détroit. Margaret a également quitté la maison pour étudier les soins infirmiers à Chicago. Soudain, il n'y avait plus que moi, Joseph et Roger dans cette maison qui semblait si exiguë avant et qui était maintenant devenue trop grande. Je me demande si c'est ce qui a perturbé le garçon, de voir ses frères et sœurs partir, même s'ils n'avaient jamais été très proches. Peut-être avait-il l'impression d'être à nouveau abandonné. Les premières choses que j'ai remarquées étaient de petits objets étranges dans la maison qui disparaissaient et réapparaissaient à différents endroits. Des ciseaux rangés dans le tiroir de la cuisine et qui ont fini sous son lit. Une horloge murale qui avait disparu pendant des jours, puis était revenue au même endroit. Une fois, mon chapelet en argent, reçu de ma défunte mère, avait disparu pendant une semaine entière. J'ai cherché partout. J'ai même prié Saint Antoine, patron des objets perdus. Alors que j'avais déjà perdu espoir, je l'ai retrouvé enveloppé dans une chaussette au fond du tiroir de Roger. « Pourquoi as-tu pris mon chapelet, mon fils ?» ai-je demandé, essayant de paraître irrité. Il m'a regardé avec ce regard vide qui me donnait parfois des frissons. « Je n'ai rien pris. Quelqu'un avait dû le mettre là. » Joseph n'avait pas la même patience que moi. « On ne peut pas mentir, mon garçon. Si tu l'as pris, tu dois l'avouer. On n'élève pas les enfants pour qu'ils mentent. » C'était la première fois que je le voyais regarder Joseph avec une vraie colère. Un regard dur. Trop adulte pour un garçon de 11 ans. Puis il est parti en claquant la porte de sa chambre et a passé le reste de la journée sans nous adresser la parole. J'ai aussi commencé à remarquer que Roger passait beaucoup de temps seul. Joseph lui avait offert un jeu vidéo pour ses 12 ans, économisé pendant des mois pour pouvoir lui offrir ce cadeau. Mais au lieu de jouer aux jeux habituels des garçons de son âge, il passait des heures enfermé dans sa chambre à jouer à des jeux que je ne comprenais pas vraiment. Un jour, je suis entré brusquement pour lui apporter un goûter, et le jeu auquel il jouait semblait trop violent. Il y avait du sang sur l'écran. Des choses horribles. Il a tout fermé dès qu'il m'a vu. « C'est quoi ce jeu, Roger ?» ai-je demandé en posant l'assiette avec le gâteau sur la petite table. « Rien, maman. C'est juste un jeu d'aventure. » J'en ai parlé à Joseph, mais il a dit que j'exagérais. Les garçons de cet âge aiment ça. De l'action, des bagarres. Tu protèges trop le gamin, G. Il doit apprendre à être un homme. Parfois, Roger mettait plus de temps que d'habitude à rentrer de l'école. Il disait être resté à la bibliothèque à étudier, ou être allé chez un ami. Je l'ai cru un bon moment, jusqu'au jour où le coordinateur de l'école a appelé pour prendre des nouvelles de Roger, absent 3 jours d'affilée. Comment ça, absent? Il part tous les jours en uniforme avec son sac à dos. J'ai répondu, le sang glacé dans les veines. Madame Miller, votre fils n'est pas venu depuis 3 jours. J'ai pensé qu'il était peut-être malade. Lorsqu'il est rentré ce jour-là à l'heure habituelle, comme s'il revenait de l'école, je l'ai d'abord confronté. Il a nié. Il a dit que l'école avait fait une erreur. Quand je lui ai montré le mot du coordinateur, il a changé sa version des faits. Oui, il était allé à l'école, mais des garçons le harcelaient. Alors, il a décidé de sécher les cours. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, fiston? J'aurais pu t'aider à parler à l'administration. Tu ne comprendrais pas, cria-t-il d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Tu penses que tout le monde est aussi bon que toi, que tout le monde veut t'aider. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Joseph, qui rentrait du travail à ce moment-là, entendit les cris et vint voir ce qui se passait. Quand je lui expliquai, il devint rouge de colère. C'était la première fois que je voyais mon mari lever la main pour frapper Roger, mais je me suis mise en travers de son chemin. Non, Joseph. Frapper ne résout rien. Ce garçon a besoin de limites,
Gertrude. Tu ne vois pas ce qui se passe? Il nous ment, il sèche les cours. Dieu sait ce qu'il fait d'autre dehors. Roger a profité de notre dispute et s'est enfui en claquant la porte d'entrée. Il n'est revenu qu'au petit matin, alors que nous avions déjà appelé la police. Il est entré sans faire de bruit, mais j'étais réveillée dans le salon à attendre. Quand j'ai allumé la lumière, j'ai été choquée. Ses vêtements étaient sales. Il avait une égratignure au visage, et ses yeux semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Dilaté, fou. Où étais-tu? Ai-je demandé en le tenant par les épaules. Nous étions devenus fous d'inquiétude. Autour, a-t-il répondu en évitant tout contact visuel. J'ai besoin d'une douche. Le lendemain, j'ai trouvé un briquet et un paquet de cigarettes dans la poche de son pantalon en faisant la lessive. J'ai pleuré toute la journée en me cachant. Que arrivait-il à ce garçon que j'aimais tant? Où avais-je fait pour qu'il s'éloigne de nous comme ça? Nous traversions une période difficile. Joseph pensait qu'il fallait être plus dur, infliger des punitions, lui retirer des privilèges. J'ai quand même essayé de lui parler pour comprendre ce qui se passait dans sa tête. Je l'ai même emmené voir un psychologue au centre communautaire, mais il n'a rien dit pendant les 3 séances que j'ai réussi à lui faire suivre. Votre fils a beaucoup de colère en réserve, Madame Miller, m'a dit le médecin après le dernier rendez-vous. Les enfants qui ont vécu un abandon comme lui ont souvent des problèmes d'attachement, de confiance. Il vous teste peut-être pour voir si vous allez l'abandonner comme sa mère biologique l'a fait. C'était logique. J'ai décidé d'être plus patiente, de lui montrer que quoi qu'il fasse, nous étions sa famille, maintenant et pour toujours. Joseph n'était pas très d'accord avec cette approche, mais il a fini par céder. Vous avez toujours eu une meilleure façon de faire avec les garçons, a-t-il dit avec cette voix qui lui est propre, celle de quelqu'un qui n'aime pas admettre qu'il ne sait pas quoi faire. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer des changements dans le corps de Roger. Il avait déjà 13 ans, il entrait dans l'adolescence. Sa voix se gâtait, des boutons apparaissaient sur son visage, ses bras et ses jambes poussaient si vite que ses vêtements devenaient trop petits en un clin d'œil. Ces changements s'accompagnaient d'un intérêt soudain pour la beauté. Lui, qui ne se souciait jamais de ce qu'il portait, voulait maintenant des vêtements de marque, des baskets hors de prix qu'on pouvait à peine se permettre. Essayer d'impressionner une fille, hein? Plaisanta Joseph un jour en apparaissant dans la cuisine, les cheveux coiffés au gel. Son visage devint rouge comme une tomate, mais il ne répondit pas. C'est aussi à cette époque que j'ai remarqué les magazines. Je les avais trouvés sous son matelas en changeant les draps. Des magazines avec des femmes nues, vraiment indécentes. Au début, j'ai été choquée, puis je me suis dit que c'était peut-être normal pour un garçon de cet âge. Pourtant, ça me dérangeait. Ce n'étaient pas les magazines habituels des adolescents. Cela était plus extrême, si tu vois ce que je veux dire. Je les ai montrés à Joseph, qui a haussé les épaules. Laisse ce garçon tranquille, GE. Tout jeune homme de cet âge est curieux. Mieux vaut ça que de faire quelque chose de mal. Mais ce n'était pas tout. J'ai commencé à remarquer que Roger me regardait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Au début, j'ai cru que c'était juste dans ma tête. J'avais presque 50 ans à l'époque, les cheveux grisonnants, le corps d'une mère qui avait déjà donné naissance à 2 enfants. Impossible qu'il y ait quelque chose d'étrange dans son regard. Ça devait être juste mon inquiétude, l'imagination d'une vieille femme idiote, jusqu'au jour où je suis entrée dans la salle de bain sans frapper. La porte n'était même pas complètement fermée et je l'ai trouvée avec une photo de moi à la main. Une vieille photo de ma jeunesse encadrée dans le salon. Il a été si surpris qu'il a laissé tomber la photo par terre. Le verre du cadre s'est brisé. « Qu'est-ce que tu fais, Roger ?» ai-je demandé, perplexe. « Rien, je trouvais juste la photo jolie. » a-t-il répondu en courant et en me poussant. Je suis restée là, un frisson inexplicable me parcourant le dos. Ce n'était pas normal. Il se passait quelque chose de mal, mais je ne pouvais pas l'admettre, même pas à moi-même, ce que c'était. Quand Roger a eu 14 ans, les choses ont empiré. Il ne restait pratiquement plus à la maison. Il partait tôt, disait qu'il allait à l'école, mais y allait rarement. Il rentrait tard, parfois sentant la cigarette, parfois avec un air étrange et perdu. Joseph et moi nous disputions presque tous les soirs à cause de ça. Mon mari voulait des règles plus strictes. Il voulait même le renvoyer à l'orphelinat. Rien que d'y penser, j'étais désespérée. C'est notre fils maintenant, Joseph. On ne rend pas un fil comme si c'était un achat raté. Mais ne voyez-vous pas que ce garçon est en train de se perdre? Il ne nous respecte pas. Il ne respecte pas les règles de la maison.
Que voulez-vous de plus pour comprendre que la situation est hors de contrôle? Au fond de moi, je crois que je savais qu'il avait raison. Mais mon cœur de mère ne voulait pas l'accepter. J'avais promis à ce garçon que je ne l'abandonnerais jamais, qu'il était mon fils pour toujours. Comment pouvais-je revenir sur cette promesse? C'est à ce moment-là que l'argent a commencé à disparaître. D'abord, ce fut un petit billet de $50 du portefeuille de Joseph qu'il pensait avoir dépensé et oublié. Puis, $100 de mon enveloppe de course. Quand l'argent de la retraite de ma belle-sœur, que je gardais pour elle chaque mois, a disparu du tiroir de la commode, il n'y avait plus moyen de le nier. J'ai confronté Roger un après-midi à son retour à la maison. C'était déjà 1994. Il avait 15 ans. Et ce garçon maigre et effrayé s'était transformé en un jeune homme grand et fort, au regard tour à tour vide et provocateur. « Tu as pris l'argent de tante Clara ?» demandai-je directement, sans détour. « Quel argent ?» répondit-il en jetant son sac à dos sur le canapé et en se dirigeant droit vers le réfrigérateur. « Tu sais très bien quel argent. $400 qui étaient dans mon tiroir. L'argent de la retraite de ta tante Clara que je garde pour elle. » Il se tourna vers moi, une canette de soda à la main, et pour la première fois, je vis un sourire qui m'effraya. Un sourire froid et moqueur. « Et si je le prenais, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je restai sans voix pendant quelques secondes. Ce n'était pas mon Roger. Ce n'était pas le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour ces 6 dernières années. C'était un inconnu devant moi qui utilisait le corps de mon fils. « Pourquoi fais-tu ça, fiston ? Si tu avais besoin d'argent, il suffisait de demander. On n'a pas grand-chose, mais on trouve toujours un moyen. »« Je ne suis pas ton fils, » m'interrompit-il d'une voix si froide qu'elle semblait adulte. « Je ne l'ai jamais été. C'est toi qui as inventé toute cette histoire dans ta tête. » Ces mots furent comme un coup de poignard dans la poitrine. J'ai senti mes jambes faiblir. J'ai dû m'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Les larmes me sont venues sans que je puisse les retenir. « Ne parle pas comme ça, Roger. Je t'aime comme un fils. Oui, depuis le premier jour. Amour. » Il rit. Ce rire étrange qui ne ressemblait pas au sien. « L'amour n'existe pas, maman. Ma chérie, les gens veulent juste s'utiliser les uns les autres. Tout comme toi et Joseph vous êtes servis de moi pour vous faire passer pour les bons samaritains, les sauveurs de l'orphelin. » Il est passé devant moi et est allé dans sa chambre, me laissant là, anéanti par ces mots. Que lui était-il arrivé? Que avais-je fait de mal? Où était ce gentil garçon qui, malgré tous les problèmes, avait des moments d'affection, de gratitude? Ce jour-là, j'ai pleuré comme jamais auparavant. Joseph m'a trouvé dans cet état en rentrant du travail. Et rien qu'à me regarder, il a compris que quelque chose de grave s'était produit. Après que je lui ai tout raconté, mon mari est resté silencieux un long moment, fumant cigarette après cigarette sur le porche. Quand il parla enfin, sa voix était fatiguée. Il a besoin d'une aide professionnelle, gère. Le genre d'aide que nous ne pouvons pas lui apporter. Peut-être devrions-nous chercher une institution spécialisée. Non, ai-je crié, désespéré. Nous n'allons pas l'abandonner. Il est juste confus, perdu. C'est l'adolescence. Ça passera. Joseph secoua la tête avec l'expression de quelqu'un qui en savait plus qu'il n'en disait. Mon mari a toujours été un homme de peu de mots, mais d'une grande observation. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, Gertrude. Quelque chose qui dépasse le fait d'être adolescent, d'avoir été abandonné. Il y a quelque chose de brisé en ce garçon. Quelque chose que même tout notre amour ne pourra peut-être pas réparer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée, repensant à tout ce qui s'était passé ces dernières années. Les petits signes que j'avais ignorés, les changements de comportement, les regards étranges, les mensonges de plus en plus gros. Joseph avait-il raison? Y avait-il quelque chose chez Roger qui dépassait notre compréhension ou notre capacité d'aide? Ce que j'ignorais, c'est que dans quelques semaines, j'aurais la réponse de la pire des manières. Une réponse qui surviendrait un soir qui changerait tout. Qui briserait notre famille d'une manière irréparable. Tu sais, ma chère, il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne connaît vraiment quelqu'un que lorsqu'on partage le même toit. Et c'est ce qui est arrivé à Roger. Plus il passait de temps chez nous, plus j'avais l'impression qu'un étranger vivait avec nous, pas mon fils. Durant l'hiver 1994, les choses ont commencé à devenir encore plus étranges. Roger avait déjà 15 ans, un corps d'homme, une voix grave, mais sa tête, semblait appartenir à quelqu'un que je ne connaissais pas.
Il y avait des jours où il rentrait à la maison et redevenait ce garçon affectueux que j'avais rencontré à l'orphelinat. Il demandait ma bénédiction, aidait Joseph à réparer quelque chose dans le jardin, faisait ses devoirs. Pendant ces heures, mon cœur se remplissait d'espoir. Je pensais que tout irait mieux, que ce n'était qu'une période difficile. Mais il y avait d'autres jours. Mon Dieu, comment expliquer? C'était comme s'il était une autre personne. Il arrivait les yeux rouges, une démarche différente, le visage fermé, et s'enfermait dans sa chambre pendant des heures. Si Joseph ou moi essayions de parler, il explosait de colère, claquait les portes, cassait des objets. Une fois, il a jeté son assiette contre le mur juste parce que je lui avais demandé de baisser le volume de la musique. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ?» demandai-je en pleurant tout en nettoyant les éclats de verre et la nourriture éparpillée sur le mur. « Rien que tu ne puisses comprendre, » répondait-il toujours avec ce regard vide qui me donnait des frissons. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer les marques sur ses bras. Au début, j'ai cru que c'était des bagarres de rue. Dieu sait qu'il s'attirait toujours des ennuis dans le quartier. Mais un jour, alors que j'entrais dans sa chambre sans frapper pour laisser des vêtements propres, je le vis s'injecter quelque chose dans le bras. J'étais paralysée à la porte. La pile de t-shirts me tomba des mains. Il se tourna vers moi, les yeux écarquillés de stupeur, puis de colère. « Sors d'ici !» cria-t-il en bondissant du lit. J'ai couru dans ma chambre, verrouillé la porte et appelé Joseph au travail. Mon mari a tout laissé tomber et est rentré à la même heure. À son arrivée, Roger était déjà parti, emportant son sac à dos. Nous étions assis dans la cuisine, ne sachant que faire. « Il faut l'envoyer en cure de désintoxication, » dis-je. Joseph en passant la main sur son visage fatigué. C'est devenu excessif. Ce garçon se drogue à la maison. J'ai encore essayé de le défendre en disant que c'était peut-être juste un médicament contre le rhume, une injection de vitamines, n'importe quoi d'autre que ce que je savais. Mais au fond, j'avais aussi compris. Mon fils adoptif, ce garçon que j'avais promis d'aimer et de protéger, était devenu toxicomane. Roger n'est revenu que 2 jours plus tard. Il ressemblait à un zombie. De fines cernes profondes sous les yeux, tremblant de froid malgré la douce nuit d'été. Joseph le tenait par les bras. Il le fit asseoir à la table de la cuisine. Pour la première fois, je vis mon mari pleurer en parlant. « Regarde ce que tu te fais, fiston. Regarde ce que tu fais à ta mère. Elle ne dort pas, ne mange pas, reste près de la fenêtre, attendant ton retour. » L'espace d'un instant, il sembla que quelque chose changeait dans le regard de Roger. Une ombre de culpabilité, peut-être même de honte. Mais cela passa vite. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « Personne ne comprend. »« Alors explique-nous pour qu'on comprenne, » suppliai-je en serrant ses mains entre les miennes. Elles étaient froides comme la glace, ses doigts lui faisaient mal, ses ongles sales. « Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand ça a commencé? Pourquoi ?» Il resta silencieux un moment, les yeux baissés. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Tu crois savoir qui je suis, mais c'est faux. Personne ne me comprend. »« Alors dis-nous, » insista Joseph. « Nous sommes ta famille. Nous voulons t'aider. » Roger leva les yeux, et ce que j'y vis m'effraya. Un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait à du plaisir de nous voir souffrir. « Famille. » Il rit de ce rire froid qu'il avait acquis. « Ce n'est pas une famille. C'est juste un arrangement commode. Tu voulais un enfant pour remplacer ceux qui étaient partis, et j'avais besoin d'un toit. » Ces mots étaient comme des coups de poignard. Je savais que ce n'était pas vrai. Que nous aimions Roger comme un vrai fils. Mais ça faisait mal de l'entendre. « Ce n'est pas vrai, » répondit Joseph d'une voix plus ferme. « Tu es notre fils. Oui. Et c'est exactement pour ça que nous allons chercher de l'aide pour toi. Demain, je t'emmène dans un centre de soins pour toxicomanes. »« Je ne vais nulle part, » hurla Roger en se levant de table avec une telle force qu'il renversa la chaise. « Vous ne me contrôlez pas. Vous n'êtes pas mes vrais parents. » Et il partit en claquant la porte d'entrée si fort que le cadre accroché au mur tomba. Joseph courut après lui, mais il avait déjà disparu dans l'obscurité. Ce soir-là, nous décidâmes qu'à son retour, nous l'internerions, même contre son gré. Nous n'avions plus le choix. Mais il ne revint ni le lendemain ni le surlendemain. Une semaine entière passa et toujours aucun signe de Roger. Nous cherchâmes partout, hôpitaux, commissariats, maisons des rares amis que nous connaissions. Personne n'avait de nouvelles.
Même des garçons qui vivaient dans la rue sous le pont disaient l'avoir vu par là. Mais cela faisait des jours qu'il avait disparu. Ce fut l'un des pires moments de ma vie. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Où avais-je fait une erreur? Que aurais-je pu faire différemment? Pourquoi n'avais-je pas vu les signes plus tôt? Chaque nuit passée sans nouvelles était un supplice. J'imaginais mon fils dans la rue, souffrant de faim et de froid, consommant ces drogues qui le détruisaient de l'intérieur. Ce n'est pas ta faute, Joseph essayait de me consoler, mais je voyais la même souffrance dans ses yeux. Nous avons fait de notre mieux. Presque 2 semaines plus tard, à l'heure du dîner, on a entendu frapper à la porte. Quand Joseph a ouvert, il y avait Roger, mais pas le même qu'il était parti. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en 2 semaines, encore plus maigre, avec une vilaine coupure à l'arcade sourcilière, ses vêtements sales et déchirés. Mais le pire, c'était son regard vitreux, perdu. « Mon fils !» ai-je crié en courant le serrer dans mes bras. Il tenait à peine debout. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Il n'a pas répondu. Il est simplement tombé dans mes bras, lourd comme du plomb. Joseph l'a aidé à rentrer. Nous l'avons allongé sur le canapé. Il brûlait de fièvre et tremblait. J'ai voulu appeler une ambulance, mais Joseph a préféré ne pas le faire. S'ils découvrent qu'il se drogue, ils appelleront la police. Cela pourrait aggraver la situation. On s'occupera de lui ici. J'ai passé toute la nuit aux côtés de Roger, changeant les compresses froides sur son front, lui faisant boire de l'eau, le tenant dans ses bras pendant qu'il vomissait tout ce qu'il essayait d'avaler. Au petit matin, au plus fort de la fièvre, il a commencé à avoir des hallucinations. Il a appelé sa vraie mère. Il a crié pour qu'on arrête de le frapper, a pleuré comme un petit enfant. C'est là, à l'écoute de ses délires, que j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle, les choses que nous ignorions de son passé, les traumatismes enfouis au plus profond de lui qu'aucun amour ne pouvait guérir seul. Il a murmuré des noms qu'il n'avait jamais prononcés éveillés, a parlé de choses qu'il avait vues, de ce qu'il avait subi. Le cœur de ma mère se serrait à chaque révélation. Quelle douleur ce garçon, si jeune, avait déjà enduré. Au matin, la fièvre avait un peu baissé. Il se réveilla, regarda autour de lui, confus, puis me vit assise à côté de lui. « Maman !» appela-t-il d'une voix qui ressemblait encore à celle de ce garçon de 9 ans arrivé à la maison avec un petit sac à dos. « Tu es toujours là. »« Je suis là, mon fils, » répondis-je en lui tenant la main. « Je ne te quitterai pas. » L'espace d'un instant, je vis une larme couler sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il ressemblait vraiment au Roger que je connaissais. Pas à cet étranger qui avait pris possession de son corps. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te faire de mal. »« Je sais, mon fils. Je sais. Mais maintenant, nous allons t'aider. Tout ira bien. » Comme j'avais tort, mon cher. Tout n'irait plus jamais bien. Car ce que j'ignorais, c'est que ce moment de lucidité, de repentir, n'était qu'une pause avant la tempête qui allait arriver. Une tempête qui allait changer nos vies à jamais. Les jours suivants, nous avons pris soin de Roger à la maison. Le sevrage était horrible à voir. Il transpirait, tremblait, vomissait et avait même des convulsions. Joseph voulait l'emmener à l'hôpital, mais j'avais peur qu'il l'interne dans un endroit pire que ce que nous traversions déjà, ou qu'il le renvoie dans une institution gouvernementale. Alors, nous l'avons pris en charge sur place, Joseph et moi nous relayant pour ne pas le laisser seul une seule minute. Petit à petit, il s'est rétabli. Son visage a repris des couleurs. Son appétit est réapparu, les tremblements ont diminué et, avec cette amélioration physique, son comportement a également changé. Il ressemblait au Roger d'avant. Poli, affectueux même. Il s'est excusé pour ce qu'il avait fait, nous a remerciés pour les soins prodigués, a promis qu'il changerait, qu'il ne se droguerait plus jamais et ne nous volerait plus. Et nous, idiots que nous étions, nous le croyions. Joseph avait même pris une semaine de congé pour le surveiller, s'assurer qu'il ne parte pas seul, qu'il ne reprenne pas le même chemin. Mais ensuite, il a dû repartir. La vie ne s'arrête pas juste parce qu'on a un problème, n'est-ce pas, ma chère? Les factures continuaient d'arriver. Il fallait acheter à manger, payer le loyer. Dans les premières semaines d'octobre, tout semblait rentrer dans l'ordre. Roger avait repris l'école, était rentré à l'heure, avait fait son travail, avait même commencé à aider à la maison. Il tondait la pelouse du voisin pour gagner un peu d'argent, faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Nous envisagions même de l'inscrire dans une formation technique l'année suivante. Donner un métier aux garçons. Un soir, nous dînions tous les 3 ensemble, comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps.
Quand Roger m'a regardé avec ses grands yeux, maintenant débarrassé de la drogue, et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, tu as toujours voulu savoir pourquoi j'avais commencé à prendre de la drogue. Joseph et moi sommes soudain devenus tendus. C'était un sujet que nous évitions, de peur de raviver de mauvais souvenirs, de réveiller cet autre Roger qui nous effrayait tant. Seulement si tu veux en parler, fiston, ai-je répondu prudemment. Je veux bien. Je pense que tu mérites de savoir. Il a pris une grande inspiration. C'était à cause de ma vraie mère, pas de celle qui est morte d'une overdose quand j'étais petit. C'est un mensonge qu'ils ont inventé à l'orphelinat. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 4 ans. Elle m'a laissé à la porte d'une église avec un mot. Je n'ai jamais su pourquoi. Mon cœur s'est serré en entendant ça. Tant d'années, et je n'avais jamais réussi à le faire parler du passé. Après ça, je suis allée de famille en famille, d'orphelinat en orphelinat. Dans l'un d'eux, il y avait un employé. Il s'est arrêté, a avalé avec difficulté. Il faisait des choses aux enfants, des choses horribles. Joseph a posé sa fourchette, le visage rouge de colère. J'ai senti la nausée me monter à la gorge. C'est pour ça que, quand tu m'as adopté, je n'ai pas pu faire confiance. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse vraiment vouloir me garder, prendre soin de moi, sans rien attendre en retour. Il a essuyé une larme du revers de la main. Puis, à l'école, j'ai rencontré des garçons plus âgés. Ils m'ont donné ce truc. Ils disaient que ça ferait disparaître la douleur. Et pendant un moment, ça a vraiment marché. Quand j'étais défoncé, je ne me souvenais de rien. Je ne ressentais rien. Je me suis levé de table, j'ai fait le tour et j'ai serré mon fils dans mes bras de toutes mes forces. Joseph est venu aussi, posant sa main sur son épaule. Pour la première fois, on avait l'impression que nous. J'avais franchi une barrière, atteint le vrai Roger. Ce garçon blessé qui avait désespérément besoin d'amour mais ne savait pas comment le recevoir. Tout ira bien maintenant, mon fils, lui ai-je promis en lui embrassant le sommet de la tête. Nous allons t'aider à surmonter ça ensemble, en famille. Ce soir-là, je me suis allongée près de Joseph, le cœur plein d'espoir. Nous avions enfin compris ce qui arrivait à notre fils. Enfin, nous pouvions vraiment l'aider. Je pense que les choses vont s'améliorer maintenant, ai-je dit à mon mari en éteignant la lumière. Il nous a ouvert son cœur. Joseph est resté silencieux un moment, puis a soupiré. Je l'espère, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ses yeux qui m'inquiète encore. C'est un traumatisme, Joseph. Ce garçon a traversé des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Cela prendra du temps, mais il ira mieux. Tu verras. J'ai posé ma tête sur la poitrine de mon mari et je me suis endormie, ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'étais loin de me douter que ce serait notre dernière nuit de paix dans cette maison. Car moins d'une semaine plus tard, ce qui allait se produire était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, même dans mes pires cauchemars, possible sous mon propre toit. C'était fin octobre 1994, un jeudi qui avait commencé comme tant d'autres. La journée avait été chaude, cette chaleur moite qui nous fait savoir, à River Creek, qu'une tempête approche. Roger était allé à l'école le matin, était rentré à l'heure et avait même dîné avec nous. Riz, haricots et un ragoût de poulet que j'avais préparé. Il était silencieux, mais ce n'était pas nouveau. Depuis notre conversation sur son passé, il devenait parfois comme ça, plongé dans ses pensées. Joseph a mentionné pendant le dîner qu'il devrait partir plus tôt au travail le lendemain. Une grosse cargaison arrivait au silo à grains et, en tant que superviseur, il devait être là avant tout le monde. Je me souviens que Roger a regardé mon mari d'un air étrange en disant cela, mais sur le moment, je n'y ai pas accordé d'importance. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette histoire et de vous abonner à cette chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi. Après le dîner, Roger a dit qu'il allait dans sa chambre pour réviser pour un contrôle. Joseph est resté dans le salon à regarder les informations à la télévision. J'ai nettoyé la cuisine et je suis allé prendre une douche. C'était notre routine habituelle, comme les autres soirs. Vers 22 heures, Joseph est venu dans la chambre. Il était fatigué et s'est vite endormi. Je suis resté éveillé un moment, priant le chapelet comme chaque soir, remerciant que les choses semblent enfin reprendre leur cours. Je me suis endormi au son de la pluie qui s'était mise à tomber dehors. Une pluie battante avec des orages, le genre de celles qui vous font vous blottir sous les couvertures, reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de la tête. Je ne sais pas exactement quelle heure il était quand je me suis réveillé. Peut-être 3 ou 4 heures du matin. La pluie avait cessé, mais l'air était encore humide, lourd.
J'ai ouvert les yeux avec cette étrange sensation que quelqu'un m'observait. Vous savez, ce frisson dans la nuque qu'on ressent quand quelque chose ne va pas? Au début, j'ai cru que c'était juste l'impression de m'être réveillée d'un cauchemar dont je ne me souvenais plus. Mais soudain, j'ai vu une ombre bouger dans la chambre. Surpris, j'ai cru que c'était un cambrioleur qui était entré par la fenêtre. J'allais crier pour réveiller Joseph quand l'ombre s'est approchée du lit, et j'ai réalisé, le cœur presque serré, que c'était Roger. Il se tenait près de mon lit et me regardait d'une manière que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas le regard de mon fils. C'était celui d'un inconnu, de quelqu'un que je ne connaissais pas. Froid, vide, mais en même temps trop intense. « Roger » ai-je appelé doucement, confuse. « Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Tu ne te sens pas bien ?» Il n'a pas répondu, continuant simplement à me regarder d'un air qui m'a glacé l'âme. C'est alors que j'ai remarqué qu'il était torse nu, juste en short. Et quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai remarqué quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il était excité comme aucune mère ne devrait voir son fils. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, la voix tremblante de peur. J'ai essayé de m'asseoir dans mon lit pour m'éloigner, mais d'un geste brusque, il a mis sa main sur ma bouche, m'empêchant de crier. « Ne réveille pas Joseph » a-t-il murmuré en se rapprochant. « Je ne veux pas lui faire de mal. » La terreur que j'ai ressentie à cet instant est indescriptible. C'était mon fils, ce garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et que j'avais promis de protéger. Et il était là, tel un fauve prêt à attaquer sa propre mère. J'ai lutté pour le repousser. Mais Roger était fort, bien plus fort que je ne l'aurais imaginé. D'un seul mouvement, il est monté sur le lit, sur moi. Je sentais son poids m'immobiliser, sa main pressait ma bouche si fort que j'arrivais à peine à respirer. « J'ai toujours voulu faire ça », m'a-t-il murmuré à l'oreille, des mots qui m'ont donné envie de vomir. Depuis le premier jour où je suis arrivée dans cette maison, tu n'as pas remarqué comment je te regardais, comment je te suivais partout. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que je tentais désespérément de réveiller Joseph, qui dormait de l'autre côté du lit, mais mon mari avait toujours le sommeil lourd, il ne se réveillait jamais facilement. Dans mes yeux terrifiés, je suppliais Roger d'arrêter, de redevenir le garçon que je savais aimer. L'espace d'un instant, il sembla hésiter. J'ai vu une lueur de confusion traverser son regard, comme s'il était revenu à lui l'espace d'une seconde. Mais bientôt, ce regard vide est revenu, et il a commencé à tirer le drap qui me recouvrait. C'est à ce moment-là que Joseph s'est enfin réveillé. Peut-être à cause du mouvement sur le lit, peut-être grâce à ce sixième sens que seul un père possède. Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai soudain entendu la voix de mon mari, d'abord confuse, puis chargée d'une horreur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a crié Joseph en se redressant d'un bond dans son lit. Roger a tourné la tête, surpris, mais il ne s'est pas éloigné de moi. C'était comme si quelque chose s'était brisé en lui pour de bon. Comme si le dernier fil d'humanité qui lui restait s'était rompu. « Lâche-la !» a rugi Joseph en sautant sur Roger avec une force que j'ignorais encore chez mon mari de 55 ans. Ils sont tombés au sol avec un bruit sourd, renversant la lampe de la table de chevet. J'ai entendu des cris, des bruits de lutte, des objets se brisant. J'ai allumé la lumière de la chambre, les mains tremblantes, et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Joseph et Roger se roulaient par terre. Mon mari essayait d'immobiliser notre fils qui se débattait comme un animal sauvage. « Appelle la police », m'a crié Joseph en essayant de tenir les bras de Roger. « Vas-y, Gertrude. Appelle la police. » Mais j'étais paralysée par le choc, incapable de croire ce qui se passait. Comment en étions-nous arrivés là? Comment le garçon que j'avais promis d'aimer et de protéger s'était-il transformé en ce monstre? D'un mouvement brusque, Roger a réussi à se libérer de Joseph. J'ai vu mon fils attraper quelque chose par terre, la lampe cassée, et avant que je puisse crier un avertissement, il a frappé la tête de mon mari de toutes ses forces. Joseph est tombé en arrière, un filet de sang coulant sur son front. Il n'était pas inconscient, mais avait 2 jours pour réagir. Roger se leva, regardant tour à tour son père et moi avec un sourire qui ne semblait pas humain. « Tu vois ce que tu m'as fait faire ?» dit-il en désignant Joseph en sang sur le sol. « Si tu étais resté silencieux, rien de tout cela n'aurait dû arriver. » Cette voix n'était pas celle de mon Roger. C'était la voix de quelqu'un ou de quelque chose qui l'avait envahi. À cet instant, un instinct que j'ignorais s'éveilla en moi. Je sautai du lit, dépassai Roger en courant et réussis à sortir dans le couloir. « À l'aide !» criai-je en courant vers la porte d'entrée. « À l'aide !» Roger me suivit,
mais trébucha sur les meubles du salon sombre. Je réussis à atteindre la porte, à la déverrouiller de mes doigts tremblants et à m'enfuir dans la rue, toujours en chemise de nuit. La nuit était froide et humide après la pluie, mais je sentais à peine le froid. Je courus. Courus comme jamais auparavant, en criant à l'aide. Ce fut Monsieur Arnold, notre voisin d'en face, qui sortit le premier, puis Madame Louise, de la maison d'Axe en grave côté. Bientôt, une demi-douzaine de voisins se retrouvèrent dans la rue, désemparés, effrayés par la femme en chemise de nuit qui hurlait de désespoir au milieu de la nuit. « Mon fils, mon mari, s'il vous plaît, appelez la police. » Monsieur Arnold et son fils aîné, un jeune homme robuste qui travaillait comme agent de sécurité, coururent vers notre maison. Roger avait disparu, avait sauté par-dessus la clôture. Nous avons découvert plus tard que Joseph était assis sur le canapé du salon, tenant un chiffon contre sa coupure au front, pâle et tremblant. La police arriva près d'une demi-heure plus tard. À cette époque, dans une petite ville, les choses prenaient plus de temps. Le shérif Oswald connaissait notre famille depuis des années. Il n'arrivait pas à y croire quand nous lui racontions ce qui s'était passé. « Êtes-vous sûre, Madame Miller ? Roger, ce garçon silencieux. Comment expliquer à quelqu'un que son propre fils, que vous avez élevé pendant 6 ans, avait essayé ? Je n'arrivais même pas à prononcer un mot. Comment admettre que ce garçon que tout le monde considérait comme timide et poli se cachait, sans que même nous, qui vivions sous le même toit, le sachions vraiment ? Ils ont fouillé toute la ville, mais Roger avait disparu. Joseph a été emmené au petit hôpital de River Creek, où on lui a fait des points de suture au front et prescrit des tranquillisants pour nous deux. À notre retour au matin, on aurait dit qu'un ouragan était passé. Meubles cassés, vitres partout sur le sol, taches de sang sur la moquette de la chambre. Mais le pire n'était pas le désordre physique. C'était le sentiment que quelque chose avait été irrémédiablement détruit. Notre famille, notre confiance, notre sentiment de sécurité. Pendant des jours, je n'ai pas réussi à dormir correctement. Chaque bruit de la nuit me faisait sursauter, pensant que c'était lui qui revenait. Joseph, mon mari, toujours si fort, était lui aussi détruit. Ce n'était pas seulement la blessure physique. C'était la blessure de son âme. Le sentiment d'avoir échoué en tant que parent, de ne pas avoir vu le mal grandir sous notre toit. 3 jours passèrent sans nouvelles, jusqu'à ce qu'un après-midi, le téléphone sonne. C'était le shérif Oswald, Madame Miller. Nous avons retrouvé Roger. Mon cœur s'emballa. L'espace d'un instant, cet instinct maternel qui ne meurt jamais complètement m'envahit. Et je ne pouvais que me demander s'il allait bien, s'il était blessé. Oh! Comment va-t-il? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix grave du shérif. Il est vivant, mais il ne va pas bien, Madame Miller. Nous l'avons trouvé dans une maison abandonnée près de la gare. Il avait consommé beaucoup de drogue. On dirait qu'il a tenté de se suicider. Le monde s'est arrêté un instant. Malgré tout ce qui s'était passé, c'était mon fils, le garçon que j'avais promis de ne jamais abandonner. Nous l'avons d'abord emmené à l'hôpital, poursuivit le shérif. Ensuite, il sera transféré à l'hôpital psychiatrique de Grand Rapids. Les médecins pensent qu'il souffre de graves problèmes mentaux, au-delà de la dépendance chimique. Je ne sais pas comment j'ai terminé cet appel, ni comment j'ai réussi à raconter à Joseph ce qui s'était passé. Je sais seulement que cet après-midi-là, nous sommes allés rendre visite à Roger à l'hôpital. Il était menotté au lit, sous sédatif, les yeux mi-clos. Il ne semblait pas nous reconnaître. Ou peut-être faisait-il semblant. Je me souviens avoir tenu sa main, froide et sans vie, et avoir pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. « Pourquoi, mon fils ?» ai-je demandé, même si je savais qu'il n'y aurait pas de réponse. « Pourquoi ?» Le lendemain, il a été transféré à l'hôpital psychiatrique. Nous avons été autorisés à lui rendre visite une semaine plus tard. C'était un endroit triste, avec des murs blancs qui s'écaillaient, plein de gens au regard perdu errant dans les couloirs. Un médecin nous a reçus avant la visite. Un jeune homme avec de profondes cernes et des cheveux déjà clairsemés. « Votre fils a une maladie complexe », a-t-il expliqué en feuilletant un dossier. Schizophrénie, trouble de la personnalité antisociale. Outre la dépendance chimique, il souffrait probablement déjà de ces problèmes lorsque vous l'avez adopté, mais il se manifestait progressivement, aggravé par la consommation de drogue. Je suis restée silencieuse, absorbant ces mots difficiles qui tentaient d'expliquer comment notre fils s'était transformé en un étranger sous nos yeux. « Se souvient-il de ce qu'il a fait ?» demanda Joseph d'une voix grave. Le médecin ajusta ses lunettes. « Oui et non.
Il alterne des moments de lucidité où il semble éprouver des remords avec d'autres où il nie tout ou dit que vous le méritiez. C'est caractéristique de son état. Il est incapable de maintenir une ligne de pensée cohérente. Lorsque nous sommes enfin entrés dans la pièce où se trouvait Roger, j'ai à peine reconnu mon fils. Il avait encore perdu du poids. Son visage était creusé, avec de profonds cernes sous les yeux, ses cheveux coupés très courts. Il était assis sur le lit, regardant par la fenêtre à barreaux. « Mon fils » ai-je appelé prudemment. Il a lentement tourné la tête. L'espace d'un instant, j'ai cru apercevoir dans ses yeux l'ancien Roger. Le garçon effrayé qui était arrivé chez nous 6 ans plus tôt. Mais bientôt, ce regard vide et distant reprit le dessus. « Que viens-tu faire ici » demanda-t-il d'une voix monotone, sans émotion. « Nous sommes venus voir comment tu vas » répondit Joseph en gardant ses distances. J'ai remarqué que mon mari ne regardait plus Roger de la même manière. Quelque chose s'était brisé à jamais entre eux. Roger eut un rire sec et sans humour. « Maintenant, il est trop tard pour s'inquiéter, tu ne crois pas ? » « Il n'est jamais trop tard, mon fils, dis-je, essayant encore de toucher une part de lui qui pourrait être intacte. Tu es malade. Mais tu iras mieux. Et quand j'irai mieux, que se passera-t-il ? M'interrompit-il, la voix devenant plus agitée. Je rentrerai à la maison. Nous serons à nouveau une famille heureuse après ce que j'ai fait. Je n'avais pas de réponse à cela, car au fond de moi, je savais que c'était vrai. Plus rien ne serait comme avant. Même si un jour il allait mieux, même si un jour nous pouvions pardonner, les cicatrices seraient permanentes. Ce fut la dernière fois que nous avons vu Roger. Quelques semaines plus tard, il fut transféré dans un hôpital pénitentiaire de Détroit, un lieu pour criminels souffrant de troubles mentaux. Le juge décida qu'il y resterait pour une durée indéterminée jusqu'à sa guérison, si jamais cela se produisait. Joseph et moi sommes rentrés chez nous et avons retrouvé une vie qui semblait vide, dénuée de sens. Notre maison, autrefois un lieu empli d'espoir, semblait désormais tentée par les souvenirs. Chaque recoin, chaque meuble, chaque photo au mur racontait une histoire différente, mais toutes se terminaient de la même façon douloureuse. Nous avons essayé d'avancer, mais nous n'avons plus jamais été les mêmes. Joseph, mon mari fort, qui ne montrait jamais de faiblesse, s'est mis à boire plus que d'habitude. La nuit, je l'entendais se promener dans la maison, vérifiant les serrures, regardant sous les lits comme s'il s'attendait encore à trouver un monstre caché. Moi-même, j'ai commencé à faire d'horribles cauchemars. Je me réveillais en hurlant, couverte de sueur froide, et toujours, la même question me tourmentait. Comment n'avons-nous pas vu ? Comment n'avons-nous pas réalisé que quelque chose de si grave se passait sous notre nez ? Étions-nous si désespérés de sauver ce garçon que nous refusions d'en voir les signes ? Aujourd'hui, assise sur cette vieille véranda, regardant la rivière grand couler comme si de rien n'était, je peux regarder en arrière avec un peu plus de lucidité. Plus de 30 ans ont passé depuis cette terrible nuit. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, comme on dit, mais il nous apprend à vivre avec les cicatrices. Joseph, mon mari, est décédé en 2003 d'une crise cardiaque. Il n'a plus jamais été le même après cette nuit-là. Il a porté une culpabilité qui ne lui appartenait pas jusqu'à son dernier jour. J'aurais dû m'en apercevoir, disait-il parfois, généralement après quelques verres. J'aurais dû te protéger. Nos enfants biologiques, Paul et Margaret, ont essayé de nous soutenir du mieux qu'ils ont pu, mais ils vivaient loin. Ils avaient leur propre famille, leurs propres problèmes. Et pour être honnête, je pense qu'ils se sentaient aussi un peu coupables de ne pas avoir été là quand tout est arrivé, d'avoir laissé leurs parents vieillissant seuls avec ce garçon perturbé. Quant à Roger, nous avons eu de ses nouvelles de temps en temps par les services sociaux. Je sais qu'il est toujours institutionnalisé après tant d'années. Il avait des règles plus faciles, d'autres plus difficiles. En 2008, on l'a évalué en vue d'une éventuelle libération, mais il a fait une violente rechute et a repris un traitement intensif. La dernière lettre que j'ai reçue à son sujet, il y a environ 2 ans, disait qu'il était stable, sous traitement, qu'il participait à des activités thérapeutiques, mais qu'il ne serait jamais vraiment libéré. Ni de l'institution, ni des démons qu'il porte en lui. Je ne lui ai plus rendu visite, ni à la mort de Joseph, ni aux dates importantes. Certains pourraient me juger pour cela, penser que j'ai abandonné mon fils au moment où il avait le plus besoin de moi. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais le regarder sans revivre cette nuit, sans ressentir à nouveau cette terreur. Et pourtant, ma chère, même après tout cela, je ressens encore une douleur dans la poitrine quand je pense à lui. Non pas au Roger de cette terrible nuit, mais au petit garçon de 9 ans aux grands yeux effrayés, avec son petit sac à dos contenant tout ce qu'il avait au monde.
Le garçon qui, pendant une brève période, a vraiment été mon fils. Avec le temps, j'ai appris des choses que je veux partager avec toi. Peut-être que cela aidera une mère, un père qui traverse une situation similaire. Si Dieu le veut, ce ne sera pas aussi extrême que la nôtre. Premièrement, j'ai compris que l'amour ne guérit pas tout. On grandit en entendant que l'amour maternel peut déplacer des montagnes, surmonter n'importe quel obstacle. C'est faux. Certaines blessures sont trop profondes. Certains problèmes nécessitent une aide professionnelle, des médicaments, un traitement sérieux. L'amour est important, fondamental même, mais ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, j'apprends à reconnaître les signes. Aujourd'hui, quand je vois un jeune qui se comporte comme Roger, j'ai froid dans le dos. Les regards vides, les sautes d'humeur soudaines, la cruauté envers les animaux ou les personnes plus faibles, les mensonges de plus en plus gros, l'isolement grandissant. Ce sont des avertissements que la vie nous lance et que nous devons prendre au sérieux. Troisièmement, j'ai compris qu'il ne faut jamais ignorer son instinct. Cette petite voix intérieure qui nous dit que quelque chose ne va pas ne parle pas en vain. Combien de fois ai-je senti quelque chose d'étrange dans le regard de Roger, dans sa façon de me suivre partout dans la maison. Comment il avait pris mes affaires en secret, mais je l'ignorais, car je refusais d'y croire, car il était plus facile de faire comme si tout allait bien. Quatrièmement, j'ai appris que certaines personnes naissent avec quelque chose de brisé en elles. Ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute de l'environnement. C'est quelque chose qui est dans leur nature même. Bien sûr, l'abandon, les abus, les traumatismes aggravent tout, comme dans le cas de Roger. Mais certaines âmes naissent avec une obscurité que tout l'amour du monde ne peut éclairer. Finalement, j'ai compris que pardonner ne signifie pas oublier ou redonner confiance. J'ai pardonné à Roger au sens où je ne nourrissais plus de haine envers lui, où je comprenais qu'il était malade, qu'il n'avait pas un contrôle total sur ses actes. Mais cela ne signifiait pas que je pouvais à nouveau lui faire confiance ou mettre d'autres personnes en danger par sentiment de culpabilité ou par devoir maternel. Dans les années qui ont suivi cette nuit-là, j'ai rencontré d'autres familles qui avaient vécu des situations similaires. Pas exactement les mêmes, mais avec des enfants souffrant de graves troubles mentaux, devenus violents et dangereux. C'est plus courant qu'on ne l'imagine, mais personne n'en parle. On dirait qu'il existe une conspiration du silence, comme si admettre que son enfant pouvait être une menace était le plus grand échec qu'une mère puisse commettre. Nous avons même formé un groupe de soutien ici à River Creek. Nous nous réunissons une fois par mois à l'église. Nous partageons nos histoires, nos souffrances, nos petites victoires. Ça fait du bien de savoir que nous ne sommes pas seuls. Que d'autres mères portent aussi ce fardeau silencieux. Aujourd'hui, à 76 ans, je repense à une vie marquée par cette tragédie, mais pas définie par elle. J'ai aussi connu des moments de joie. Le mariage de Paul, la naissance de mes petits-enfants, les visites de Margaret lorsqu'elle parvient à venir de Chicago. La vie continue même lorsqu'il semble impossible d'avancer. Si vous vivez une situation similaire, si vous avez un enfant souffrant de troubles mentaux qui devient une menace, n'ayez pas honte de demander de l'aide. N'attendez pas qu'il soit trop tard comme moi. Ne laissez pas l'amour vous aveugler face aux véritables dangers. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas une mauvaise mère si vous reconnaissez que votre fils a besoin de plus d'aide que vous ne pouvez lui en donner. Oh mon Dieu, si vous avez aimé cette histoire, même si elle est si triste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Grands-Parents Tales. Cliquez simplement sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez discuter avec d'autres personnes qui suivent nos histoires, laissez un commentaire ci-dessous. Souvenez-vous, ma chère, la sagesse ne vient pas des livres. Elle vient des cicatrices de la vie. Et nous, les vieux, avons encore beaucoup de cicatrices et beaucoup d'histoires à raconter. Certaines bonnes, d'autres mauvaises, mais toutes vraies. Tout cela fait partie de ce grand voyage qu'est la vie. Parfois, nous passons des années à croiser les mêmes personnes sans jamais imaginer ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont fait pour survivre. Chaque visage ridé comme le mien cache 1000 histoires, 1000 combats silencieux. Et si mon histoire peut aider quelqu'un à ne pas vivre ce que j'ai vécu, cela aura valu la peine de partager cette vieille douleur. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir permis de me confier. Que Dieu vous protège, vous et votre famille, et éloigne le mal de vous.